Summer tips, summer tips, more summer tips. Eh ben, chose promise, chose due. On continue les conseils estivaux de lecture. Allez, encore une salve de conseils pour que vous puissiez vous rassasier pendant tout cet été. Donc là, j'en ai fini avec mes étagères d'imaginaire. On passe à autre chose. Allez, on va passer un peu à l'histoire. C'est un de mes thèmes favoris. Je suis féru d'histoire. Alors, premier conseil estival historique. Alors, je vous conseille L'histoire commence à Sumer de Samuel Noah Kramer. Alors, c'est un classique. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire en général et à l'histoire antique en particulier, euh, c'est un livre qui a été édité, réédité, réédité pendant des années. Euh, Là, il est disponible en poche chez Champ Flammarion. Et sinon, parfois, on le trouve encore en grand format. Mais je crois que la première édition de ce livre date de 1957. Donc, il a été augmenté à chaque fois. Mais Kramer, là, c'est un assyriologue, donc. Parce que même si c'est Sumer et la Mésopotamie, les spécialistes de la Mésopotamie, on les appelle les assyriologues. Et donc en fait c'est un mec qui a usé ses yeux sur toutes les tablettes cunéiformes de tous les musées de la Terre, sans compter les fouilles qu'à l'époque on pouvait encore faire au Moyen-Orient. Malheureusement c'est plus le cas avec toutes les guerres qui ont lieu en ce moment. Et donc l'histoire commence à Sumer, comme son nom l'indique, ça nous parle de la civilisation sumérienne. La première à avoir inventé l'histoire. Ça commence bien. La première à inventer l'écriture à peu près un siècle avant les Égyptiens. Et ça nous explique justement que au début du siècle, là, les premiers archéologues, généralement des Allemands qui étaient au Moyen-Orient, ont commencé à fouiller et ont trouvé des tablettes avec des formes bizarres dessus, des tablettes en argile cuites et qui avaient donc bien résisté à l'épreuve du temps. Et petit à petit, ces déchiffreurs ont réussi à briser le code de cet alphabet. Et grâce à ça, tout un monde s'est ouvert devant nous. Et on a appris que les Sumériens avaient été les premiers dans pas mal de domaines. Donc la civilisation sumérienne, c'est en Mésopotamie, hein, on va dire entre le Tigre et l'Euphrate. Et la Mésopotamie, pardon, ça va donc des rivages du golfe Persique jusque en haut en Assyrie. Donc il y a Babylone, il y a Our, il y a Uruk, il y a Akkad. Et justement, à l'époque de Sumer, il y avait une division entre Sumer et Akkad. Et en gros, la Mésopotamie, ça monte jusqu'aux limites de ce qu'est aujourd'hui la Syrie et l'Arménie. Et autrefois, c'était donc le coin le plus civilisé du monde. Mm. Et à l'époque de Sumer, donc il y a à peu près 3200 ans, il y avait Sumer et Akkad. Et le littoral même de l'époque n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. En fait, la ville d'Our, par exemple, et celle d'Eridou, c'était là qu'il y avait l'ancien rivage du golfe Persique. Donc ça remontait un peu plus haut. En fait, c'est toutes les alluvions drainées par le Tigre et l'Euphrate qui ont augmenté la surface. Mais bon, ça c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le fait que ils font partie des premières civilisations à avoir maîtrisé l'agriculture. Hein. Bon, la révolution néolithique, c'est plus il y a 10 000 ans qu'il y a 5 000 ans. Mais eux, en tout cas, justement, grâce au fait qu'ils étaient entre les deux grands fleuves de la région, ils ont organisé l'irrigation, des canaux et les premiers champs. Et donc, c'était une civilisation urbaine déjà. C'était les premières villes. Et, agraire et agricole. Donc, comme toutes les civilisations qui au bout d'un moment ont un rendement suffisant pour qu'une partie de la population puisse faire autre chose que se consacrer à l'agriculture justement et à nourrir la population, eh ben ça a donné justement, c'est ça la théorie, c'est pour ça que on est passé de chefferie comme on dit à État constitué. Donc c'était des villes-États, et parce que Sumer en fait c'est une région, mais même
même s'ils s'estimaient sumériens, c'est comme un peu les Phéniciens, quoi. C'est une succession de villes-États, et au cours de leur histoire, euh, chacune des villes prenait l'ascendant sur une autre. Il y a eu Our, il y a eu Uruk, il y a eu Nippur, il y a eu, et d'ailleurs Uruk est connu parce que c'est la ville de Gilgamesh, on va y revenir. Et, donc dès qu'ils ont pu faire autre chose que juste se consacrer à l'agriculture, et bah, ils ont constitué une hiérarchie, des gouvernements, des royaumes. Et la première raison pour laquelle ils ont eu besoin d'écriture, bah, c'était des comptables en fait. Les premières tablettes qu'on a trouvées, c'était 3 lots de tablettes. Et sur ces 3 lots, 2 étaient purement comptables, hein, des stocks de grains. Et c'est marrant, sur la troisième, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un dialogue entre deux anciens. Et déjà à l'époque, il y a 5000 ans, qu'est-ce qu'ils se disent les anciens? Ils se disent c'est pas possible, les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a plus de respect, ils font n'importe quoi. Et moi ça m'a toujours amusé, ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme sera toujours l'homme. Et donc ce qui est plus qu'intéressant dans ce bouquin, c'est que on voit donc quasiment sous nos yeux, parce que ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il nous prend par la main. Kramer, c'est un universitaire de Pennsylvanie, et il nous explique vraiment point par point, avec à chaque fois des traductions de texte, en fait tout le fonctionnement de la société sumérienne. Donc alors, comme je vous disais, il y a des tablettes qui expliquent comment fonctionnait la comptabilité, il y a des tablettes qui expliquent ce qu'était leur religion. Alors bien sûr, c'est là qu'on apprend qu'ils avaient un panthéon, hein, avec Enkidu, Enlil, tout le panthéon babylonien, sumérien, mésopotamien. D'ailleurs, on voit bien que ce panthéon a fortement inspiré ensuite les panthéons. Bon, je dirais pas égyptien, parce que égyptien c'est aussi une civilisation originale, mais les Grecs par exemple, pendant longtemps on a estimé que, comme les Grecs pensaient que la plus grande civilisation qui avait existé avant la leur, entre guillemets, c'était la civilisation égyptienne, et qui s'en était inspirée fortement. Alors, certainement, certainement. Mais quand on lit Sumer, là, l'histoire commence à Sumer, on se rend compte que, contrairement à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, que les Grecs sont les premiers Européens, entre guillemets, les pères de la civilisation occidentale, c'était plus des Orientaux en réalité, les Grecs, hein. C'était plus des gens qui étaient tournés vers l'Est. D'ailleurs, on le voit bien après, longtemps après, quand il y a les guerres médiques là, avec la Perse et tout, bah, toute la côte turque est peuplée de Grecs. Par exemple, Troie, c'était pas en Grèce, c'était en Turquie. Et, la plupart des soldats grecs et des généraux grecs, quand ils étaient en disgrâce, ils se retrouvaient à travailler pour les Perses. Et on sent bien qu'en fait, ils ont un héritage de l'Orient. Et même dans leur religion, on voit bien que le panthéon mésopotamien les a influencés peut-être plus que le panthéon égyptien en réalité. Et même dans l'alphabet, parce que autant les hiéroglyphes sont toujours restés des hiéroglyphes, même si après il y avait une version plus simplifiée en Égypte, on sait que l'écriture cunéiforme, bon, elle est restée pendant longtemps la seule écriture de la région, jusqu'à ce que les Phéniciens en aient marre en fait de faire des coins dans de l'argile, et ont inventé à partir de là le premier alphabet, dont se sont inspirés les Grecs ensuite pour l'alphabet qu'on connaît aujourd'hui. Les Romains ils sont inspirés de l'alphabet grec, et voilà, ABCD quoi. Et justement, c'est une des, une des pistes qu'offre ce livre. Euh, Pareil, alors que c'est une des premières civilisations connues à ce jour, à un moment donné, il nous explique que justement il y a Sumer et Akkad. Et Akkad, en fait, c'était déjà des Sémites, c'était des Araméens. Et les Araméens, vous savez, l'araméen, c'est la langue que parlait Jésus, par exemple. Donc, moi, je pensais pas qu'il y avait déjà. Je sais bien que ce coin était peuplé par des Sémites, mais je pensais que ça se limitait justement au Levant et à la péninsule arabique. Je pensais que vers la frontière de ce qui est aujourd'hui l'Iran et l'Irak, on était dans d'autres peuples, peut-être d'origine indo-européenne. Et il nous explique donc que les Akkadiens étaient sémites, mais que les Sumériens, justement, étaient d'une autre origine. Mais qu'en réalité, même ces deux peuples
avaient bâti leur civilisation sur une civilisation plus ancienne, qui elle était réellement originaire de cet endroit, alors que les Sumériens étaient arrivés plus tard. Et en fait, c'est ça qui est fascinant dans l'histoire, surtout dans les peuples antiques, c'est que c'est un éternel recommencement. Il y a toujours quelqu'un avant, en fait. Moi, je sais que je m'intéresse beaucoup, par exemple, justement, aux Indo-Européens, aux peuples des steppes et tout ça. Et on se rend compte que c'est des vagues après vagues après vagues après vagues. Comme l'a dit René Grousset, là, l'empire des steppes, il y a des empires, on ne sait même pas qu'ils ont existé parce qu'il ne reste rien, c'était mouvant sur les steppes. Et à chaque fois qu'on trouve des traces comme ça, même fugaces, d'un peuple encore plus ancien que ceux qu'on connaît, ça me fascine toujours. Une des caractéristiques aussi des Sumériens, c'est que c'est un des premiers peuples qui nous a laissé une architecture et des monuments. Alors bien sûr, il y a beaucoup de monuments qui ont lié à leur religion, hein. Il y a beaucoup de statues, il y a beaucoup de bas-reliefs. Et le plus grand cadeau que nous a légué Sumer, c'est quand même le premier livre, la première histoire. Gilgamesh, roi d'Uruk, la geste de Gilgamesh, ce roi qui, après avoir tout gagné, se rend compte qu'il est mortel et qui part à la recherche de l'immortalité. Et c'est extraordinaire. C'est le premier livre, là. On est dans un podcast de mangeurs de livres, et il y a Gilgamesh. Donc, en même temps, je vous conseille de lire le premier livre de l'histoire, en tout cas celui le plus ancien qui nous a été conservé et qu'on peut dater. C'est la geste de Gilgamesh. Alors, il est édité en 1000 bouquins différents, de, du poche de base en passant par le libretto chez Bus, ou en allant après dans des éditions un peu plus pointues avec des notes en bas de page, etc. Mais il est même trouvable en bouquin pour enfants parce que je sais qu'en ce moment il fait partie d'un programme, peut-être du collège ou un truc comme ça. Bon là, ce sera une version un peu expurgée, mais en tout cas, il faut le lire, Gilgamesh. C'est la première mythologie, c'est peut-être même le premier bouquin de fantasy, si on veut. Donc voilà. Je sais pas si je vous ai donné envie de le lire, mais c'est un classique. Il est dense, hein, il est dense, bon, il fait un peu plus de 300 pages, mais en fait il est dense parce qu'il y a vraiment énormément d'informations et il couvre l'ensemble des activités humaines en fait, et à chaque fois avec des traductions de tablettes cunéiformes. Et il y a des poèmes, il y a justement quelques gestes mythologiques, il y a des liturgies, il y a des problèmes de voisinage. Ça nous montre en même temps la vie quotidienne et en même temps ce qu'était l'organisation sociale et même politique de Sumer. Et c'est les grands anciens, quoi, les Sumériens. Donc voilà, c'est un conseil de lecture, estival ou non. Mais c'est toujours bien de savoir d'où on vient, quoi, hein. Le plus vieux peuple de la Terre à avoir laissé des traces, les Sumériens. Ensuite, ensuite, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle 1491. Ça fait longtemps qu'il est sorti, hein, ça doit faire une vingtaine d'années maintenant. Et c'est ce que j'appelle un planétari. Alors pourquoi planétari? En même temps, ça me donnera l'occasion de vous donner un autre conseil. Pour une fois, c'est pas un bouquin, c'est un comics. Il y a un auteur de comics qui s'appelle Warren Ellis, qui, pareil, il y a une vingtaine d'années, a commencé une série de 26 numéros qui s'appelait Planetary. Dedans, il y avait quoi? C'était une espèce d'immortel qui avait perdu la mémoire et qui. Enfin, immortel, il vivait pas depuis des milliers d'années, hein, mais qui avait à peu près 200-300 ans et qui, à un moment donné, quand il s'est rendu compte qu'il vieillissait pas, a commencé à écrire une espèce de compte rendu de l'histoire secrète du monde qu'il appelait Planetary année par année. Et puis à un moment donné, il a perdu la mémoire parce que ses ennemis lui avaient fait un sale coup. Et ensuite, il essaye de se venger, de retrouver sa mémoire et d'arriver à battre le complot de ses ennemis. Et en même temps, comme c'était un hommage à toute la culture populaire du siècle dernier, il y avait des références à tout.
des films policiers hongkongais à Godzilla en passant par les pulps et les comics de l'âge d'or. Et en fait, avec plusieurs potes, quand on a lu ça, et qu'on découvrait ensuite un bouquin qui était complètement mind-blowing, genre what the fuck, une histoire secrète d'un truc, on disait putain, j'ai trouvé un Planetary Agatha, est-ce que tu as entendu parler de ce livre? Et celui-là, 1491, c'est un des premiers Planetary que j'ai trouvé. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu plein de publications sur l'histoire de l'Amérique avant Colomb, mais à l'époque, il y en avait un peu moins, surtout en vulgarisation. Et 1491, en fait, c'est ça, c'est l'histoire de l'Amérique avant Colomb, c'est-à-dire donc avant 1492, d'où le titre 1491. C'est écrit par un journaliste américain qui s'appelle Charles Seaman. Et d'un côté, c'est un peu d'actualité parce que, je vous ai dit, il a paru il y a entre 15 et 20 ans. Et ouais, ça fait super longtemps en fait. Peut-être, ouais, en tout cas au moins 15 ans. Et cette année, il est enfin sorti en poche. Il était paru chez Albin Michel. Et parfois, paradoxalement, c'est un gage de qualité quand un bouquin pendant longtemps il sort pas en poche. C'est vrai que souvent c'est parce qu'il a pas marché qu'il sort pas en poche. Mais souvent aussi, surtout pour les planétaries comme ça, c'est qu'en fait, ça devient un livre de référence. Les éditeurs n'ont pas trop envie de le sortir en poche parce qu'ils ont envie de le faire vivre longtemps en grand format parce que ça coûte plus cher. Et en même temps, ça crée une espèce d'aura de livre culte, quoi. Et cette année, il est sorti en poche. Donc c'est cool, vous pouvez le trouver à moins de 10 balles. Et ce qui était fun avec ce livre, c'est que c'était de la vraie histoire, hein, mais la vulgarisation, c'était pas écrit par un historien, c'était écrit par un journaliste. Et comment en fait il en est arrivé là, ce gars, ce Charles Seaman? On lui a commandé un reportage sur, je crois, le Costa Rica ou le Venezuela, et lui-même était parti en se disant que c'était un reportage qui allait être vite bouclé, et en survolant la jungle amazonienne et en découvrant qu'il y avait des traces comme d'anciennes routes ou d'anciennes traces de civilisation en gros. Et il a commencé à se poser des questions et à aller interroger les archéologues, les ethnologues, les anthropologues, les historiens du coin. Et très vite il s'est rendu compte qu'en fait il avait une idée complètement fausse de l'histoire de l'Amérique. Parce que par exemple à un moment il est en Bolivie là, et il se rend compte qu'il y a des talus. Mais des talus, des tertres qui sont pas naturels. Et il va voir l'archéologue du coin qui travaille là-dessus depuis des années. Et le mec lui explique en fait, bah non, justement, en fait, c'est pas naturel. Il y avait eu un peuple à l'époque, une civilisation, même un empire qui s'appelait le Wari, et ils avaient réussi à gérer en fait les crues amazoniennes. Et tous ces tertres, c'était en fait les endroits sur lesquels ils construisaient leurs maisons et leurs bâtiments administratifs et royaux, etc. Et pendant la saison sèche, bah, les routes entre ces tertres, bah, on se déplaçait à pied. Et une partie de l'année, quand il y avait les crues de l'Amazone ou des affluents de l'Amazone, eh ben, on s'en servait comme canot. Et là, le journaliste il devient fou, il dit mais j'ai jamais entendu parler de ça, c'est quoi le Wari, je connais les Incas, je connais. Et le mec il rigole, l'archéologue, il dit bah oui, mais en fait il y a tout un monde que personne ne soupçonne en Amérique du Sud, et même en Amérique du Nord. Et en fait, avant Colomb, il y a eu des milliers d'années de civilisation que personne ne connaît quasiment. Alors déjà par exemple en Amazonie, et même encore maintenant, on commence juste à se rendre compte qu'en fait l'Amazonie elle a été peuplée à mort et pendant longtemps, et que si aujourd'hui par exemple certains ont l'impression que c'est presque un jardin parce qu'il n'y a qu'à se pencher pour prendre un fruit dedans, parce qu'en fait c'est un jardin. L'Amazonie en fait c'est pas une forêt vierge, elle a été utilisée en agroforesterie depuis des milliers d'années, et que avec la conquête européenne et le choc microbien, 90% des Indiens, que ce soit enfin, ce qu'on appelait autrefois les Indiens, les Amérindiens, les natifs, on peut les appeler comme on veut, ont disparu, et donc la mémoire a disparu aussi. Et c'est vrai, hein, c'est 90% des peuples d'Amérique du Nord et Sud confondus qui ont disparu entre l'extermination et le choc microbien et l'esclavage. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y avait à peu près 70 millions de personnes en Amérique à l'époque où Colomb arrive, c'est-à-dire autant qu'en Europe.
Et déjà, juste entre les deux ou trois premiers voyages de Colomb, la variole, la grippe, la polio avaient commencé déjà à décimer les populations à un ratio incroyable. Donc, mis à part ça, il commence encore, il gratte, il continue son. Finalement, ces articles, là, je sais même pas s'il les a fait paraître, finalement ça devient une vraie enquête. Il se rend compte par exemple que les Incas, en fait il y avait un autre empire qui s'appelait Tiwantisuyu, et qu'en fait c'est peut-être ça aussi l'empire Inca, c'est peut-être l'héritier, le dernier héritier de ça, qui était un empire gigantesque, et qui était d'un degré de civilisation aussi incroyable, mais qui avait pris une voie qui était basée sur le tissage par exemple, mais pas seulement le tissage textile, le tissage des ponts, le tissage des bateaux, le tissage des quipous. Il se rend compte qu'il y a eu des civilisations intermédiaires entre justement toutes ces civilisations du Pérou et de la côte pacifique, et les civilisations de l'intérieur, que en réalité même ce mythe que pendant longtemps il y a eu en Amérique du Nord, que l'Amérique en fait avait été peuplée que depuis à peu près 12 000 ans, parce que au Nouveau-Mexique il y a une ville qui s'appelle Clovis, et les archéologues avaient trouvé des restes archéologiques qui étaient datés à peu près de 12 000 ans, et ils pensaient que c'était la limite, et même par rapport aux glaciations, etc. Mais maintenant on se rend compte que ça remonte peut-être déjà à 50-55 000 ans. On l'a trouvé, je crois, au Chili, un site qui est daté de manière sûre de 50 000 ans à peu près. Et on pense même que certains pensent que ça peut aller jusqu'à 100 000 ans, parce qu'il y a une archéologue brésilienne qui a fait ses études en France et qui avait daté il y a plus de 40 ans dans une grotte des strates d'occupation. À l'époque, elle était remontée avec les moyens de l'époque, un peu de carbone 14, etc., à pareil, genre 15 000, 20 000, même pas. Et puis là, elle a refait les datations avec les moyens d'aujourd'hui, et elle est arrivée à 100 000. Alors bien sûr, hein, il y a toujours des batailles d'experts, surtout sur ce point-là, c'est assez edgy. Mais c'est pas grave, c'est un bouquin de fou. Il y a trop d'anecdotes. À un moment pareil, il appelle ça l'erreur du nom de l'ethnologue. Genre au début du XXe siècle, un ethnologue américain va en Amazonie, trouve une peuplade qui est quasiment à l'état de nature, quoi. Ils savent même plus faire du feu. Et il dit bah voilà quoi, en fait, voilà le niveau des Indiens quand Colomb est arrivé, c'était des hommes préhistoriques en gros. Et en fait, c'est une erreur de fou. Et pourtant, il était courageux, il est resté avec eux à vivre dans les conditions qui étaient les leurs. Il a même perdu la vue, il est devenu aveugle. Et ensuite, quand d'autres chercheurs ont étudié cette tribu, se sont rendus compte qu'en fait, non, c'était pas des hommes préhistoriques. C'était juste en fait le reliquat, les derniers euh, représentants d'une civilisation qui avait été super avancée, mais justement, avec les guerres et les maladies, avait régressé au point de même plus savoir faire du feu. Et je pourrais continuer pendant 2 heures, parce que c'est un livre incroyable. C'est un livre qui m'a ouvert l'esprit. Parce que moi j'ai toujours été passionné par certains peuples en particulier, mais même, comme je disais pour Sumer, enfin plus c'est lointain dans l'histoire, plus ça m'intéresse. Et l'Amérique, moi, même quand j'étais petit, hein, les Indiens, entre guillemets, en gros, c'était toujours des peuples qui m'avaient fasciné. Et je comprenais pas pourquoi, par exemple, les Indiens d'Amérique du Nord n'avaient pas évolué autant que ceux du Sud. Et pareil, dans ce bouquin, on se rend compte que non, il y a eu ce qu'on appelle des montes builders. Des- il y a eu des civilisations même en Amérique du Nord. Et donc, ce bouquin, c'était un planétarié parce que c'était l'histoire secrète de l'Amérique. Avant que ça s'appelle l'Amérique. Donc, je vous le conseille. Et ça avait tellement bien marché que quelques années après, il a écrit 1493, c'est-à-dire l'Amérique après Colomb. Et c'est aussi what the fuck que le premier. Donc, conseil d'été ou conseil des 4 saisons, lisez les deux. Mais en tout cas, lisez le premier. Ça se lit facilement. C'est érudit sans être chiant. Parce que c'est de l'érudition du journaliste, entre guillemets, sans être condescendant. C'est-à-dire que c'est le mec qui a fait ses recherches à mort, et il nous les transmet de manière pas académique, quoi, mais comme on dit, quoi, de la vulgarisation scientifique. Et donc il faut le lire, il faut vraiment le lire.
Dans le même genre de bouquin de peuples inconnus qui rendent fou, et moi qui m'avais retourné le cerveau à peu près à la même époque, c'était aussi un planétari, c'est la civilisation celtique de Jean Marcal. Alors, celui-là, il m'a rendu fou longtemps. Pareil, les Celtes, depuis toujours, c'est une marotte aussi, hein. Ce peuple qui peuplait toute l'Europe occidentale avant que César vienne mettre son grain de sel. Et en fait, Jean Marcal, moi je le connaissais pas avant de lire ce bouquin, et heureusement, parce que j'avais pas d'a priori sur lui. Parce que à la base, c'est un prof à la Sorbonne, mais un prof de littérature. Et il a aussi fait du théâtre, et je crois qu'il a travaillé pour la radio. Le problème, c'est qu'ensuite, après, hein, quand j'ai commencé à côtoyer des libraires, il y avait beaucoup de libraires, et beaucoup de gens en général qui avaient un a priori négatif sur lui, du moins en tant qu'historien, parce qu'à un moment donné, il a fait aussi toute une série de livres, vous savez, sur genre le mystère de la cathédrale de Chartres, le mystère de, je sais pas quoi, Karnak, ou j'en sais rien, enfin des trucs un peu pseudo-ésotériques, genre, mais maintenant pour le connaître, je pense que l'angle à travers lequel il a étudié ces mystères, entre guillemets, c'était un angle historique, hein, c'était pas pour aller justement dans de l'ésotérisme à deux balles. En tout cas, ce qui était fascinant avec ce mec, c'est que il s'est attelé à l'étude de la civilisation celtique. Et bien sûr, maintenant, je sais qu'il y a de vrais pas écrivains, historiens, genre Bruno, qui ont écrit des bouquins sur, pareil, qui s'appellent Les Celtes ou la civilisation celtique, qui sont de vrais historiens, proto-historiens spécialisés. Mais lui, quand j'ai lu son livre, déjà, par un exemple, euh, donc il nous parle beaucoup des Indo-Européens, que les Celtes, justement, sont une branche de ces peuples indo-européens, et justement que leur langue est une langue indo-européenne, donc la nôtre aussi. Et il donne des exemples. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que ce mec maîtrise, bon, déjà l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, enfin, les langues qui ne sont pas mortes, entre guillemets, mais il maîtrise le latin, le grec, et la mère de toutes les langues indo-européennes, c'est le sanskrit. Et il maîtrisait aussi le sanskrit, et il maîtrisait certains idiomes du celte. Par exemple, le picte, le gaélique. Et donc là, déjà, on peut pas se moquer de lui, parce que c'est pas donc quelqu'un qui vient et qui raconte n'importe quoi. Ensuite, d'un point de vue purement archéologique ou historique, bon, il nous aurait fait l'histoire, entre guillemets, tous ceux qui s'intéressent aux Celtes connaissent maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la civilisation de Hallstatt en Autriche, ensuite la civilisation de l'Athènes en Suisse, et puis c'est les deux grands marqueurs de l'histoire celtique, et après leur propagation à travers l'Europe. Il nous explique les différentes tribus, l'évolution, avant Rome, après Rome. Et une chose qui m'avait halluciné à l'époque, j'étais encore jeune et j'avais pas autant de connaissances, c'est que très vite il me parle de l'Hyperborée, il parle des Pictes, il parle des Cimériens, et pour un jeune lecteur de fantasy que j'étais, eh ben, il y avait qu'un seul mec qui m'avait parlé de ça avant, c'était Robert Howard, dans les Conan, dans Alécule, etc. Il parle des Pictes. Sincèrement, à l'époque, je savais même pas que les Pictes c'était un peuple qui avait vraiment existé. Un peuple celtique, c'est les Écossais en gros. Les Cimériens, pareil, moi je pensais qu'il avait dit que ce Conan c'était un Cimérien et qu'il avait inventé. Et non, les Cimériens, et en plus pareil, c'est un peuple indo-européen qui a ravagé le royaume hittite. Ils sont responsables de la chute des Hittites. Ils sont arrivés ensuite en ce qui est aujourd'hui la Crimée. Il y en a plein qui pensent que parce que de Cimérien on serait passé à Kimri, qui en gaélique veut dire irlandais, que peut-être il y a la fin de leur pérégrination, ils sont arrivés en Irlande ou dans le nord de l'Écosse. Enfin bref, les Cimériens existaient. Et l'Hyperborée, dans le monde iborien justement de Conan, l'Hyperborée. Bien sûr, maintenant je sais que l'Hyperborée c'est ce que le royaume du Nord, où les Grecs pensaient que Apollon régnait, c'était une espèce d'Éden. Mais maintenant, à l'époque, je ne savais pas. Et déjà, juste pour ça, juste pour ces allusions et ces explications de ces peuples, de ces contrées, moi, il m'a transporté ce livre. Il m'a rendu fou. Et pourtant, c'est vrai que
il y a des moments où il est pas facile, hein, il est un peu ardu justement, il a fait du boulot, vraiment. Quand justement il commence à nous expliquer les différences dans les différents idiomes, les différentes langues indo-européennes, et même ça m'a ouvert aussi au concept des langues ou des peuples indo-européens. Alors je sais que, par exemple, il y a Demoule, là, qui était l'ancien directeur de l'INRAP, qui a écrit un livre qui s'appelle Mais où sont passés les Indo-Européens? Et il pense que ça n'existe pas. Et parce que aussi pendant ce, il est encore une fois, ce concept de langue indo-européenne, bah, il a été repris par les nazis pendant la guerre là, et ils ont appelé ça Indo-German. C'est une des raisons qui leur a fait dire que leur race était supérieure, parce que en fait les Indo-Européens on les appelle aussi les Aryens. À la base les Aryens ça veut dire ça, parce que ce peuple qui serait originaire entre les steppes de la mer Noire et l'Inde, quoi. Euh, Ils s'appelaient aussi les Aryas. Arya, ça voulait dire en même temps chef de groupe, prêtre, chaman, roi. Et donc, on les a appelés les Aryens. C'était soit Aryens, soit Indo-Européens. Et malheureusement, Aryens, on sait le destin qu'a eu Stern ensuite. Donc, il y a plein d'historiens qui pensent qu'il ne faut pas trop manipuler ce concept. Mais en même temps, d'un point de vue linguistique, les langues indo-européennes existent vraiment. Et justement, le concept d'indo-européen, ça vient de là. C'est qu'au 19e siècle, les Anglais et les Allemands, les premiers, se sont rendus compte quand ils sont partis en Inde que le sanskrit avait grammaticalement des ressemblances incroyables avec les langues européennes. Donc ils ont commencé à étudier le truc et ils ont vu qu'en fait, il y avait des filiations. On s'est rendu compte par exemple qu'en Europe, il n'y a que trois langues qui ne sont pas indo-européennes. C'est le basque, donc ils sont arrivés avant les Indo-Européens, le finlandais et le bulgare, qui sont deux langues, ce qu'on appelle finno-ougriennes, donc de l'Oural. Et par exemple, les Étrusques, cette langue qu'on n'a toujours pas décodée d'ailleurs, au moment où justement les Celtes arrivent, bah, eux c'était un peuple qui n'était pas indo-européen, qui était arrivé avant, leur langue n'était pas indo-européenne. Quand ils sont arrivés, il y avait aussi les Ibères et les Ligures. Donc les Ibères, comme leur nom l'indique, ils étaient en Espagne. Il y en a plein qui pensent qu'ils sont arrivés par ce qui est aujourd'hui le Maroc, et on les appelle les Ibéro-Berbères. Et donc on sait très bien que les langues indo-européennes existent. Bah, s'il y a eu des langues indo-européennes, il y a eu des locuteurs de ces langues. Donc il y a eu des peuples indo-européens. Et il y a Dumézil par exemple, qui est un grand, en même temps mythologue et proto-historien, qui a écrit des bouquins entiers sur ça, et sur la fameuse répartition des trois castes qui existent dans tous les peuples indo-européens, c'est-à-dire la caste des prêtres et des dirigeants, la caste des guerriers et la caste des paysans. Et il y a aussi Bernard Sargent, qui a écrit un bouquin sur les Indo-Européens. Malheureusement, apparemment, il y a un mec qui s'appelle Audry qui avait écrit des que sais-je sur les Indo-Européens, et apparemment, lui, il a versé vraiment dans ensuite des groupuscules d'extrême droite, donc ça a contribué encore à amener de l'eau au moulin ceux qui disent que c'est juste un concept de raciste, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que avec ce bouquin, moi, ça m'a ouvert aussi un champ de recherche, quoi, qui était les Indo-Européens. Et justement, il décrit tout ça. Il décrit, par exemple, que c'est paradoxal, mais justement, les Romains et les Gaulois, là, qui sont ensuite tapés les uns sur les autres pendant des siècles. D'abord les Gaulois, d'ailleurs. On ne sait pas, même c'est Brennus d'abord qui est parti saccager Rome, pardon, avec le fameux bouclier de Brennus, avant que César leur rende la monnaie de leur pièce. En fait, pendant leur migration, là, quand ils venaient du Danube, là, des plaines du Danube au début, donc de Hallstatt et ensuite de l'Athènes, à un moment donné, en fait, un groupe s'est scindé, enfin, le groupe de base s'est scindé en deux, et ce qu'on appelle les Italiotes sont partis dans la péninsule italienne, et les autres ont continué vers l'est. Donc à la base, en fait, c'est le même peuple, qui ensuite est complètement oublié qu'ils étaient cousins, quoi. Et bon, c'est l'histoire de plein de peuples qui se tapent dessus même aujourd'hui.
En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est un super bouquin, La civilisation celtique, et pendant un moment on le trouvait plus, et là je vois qu'il recommence à ressortir dans plein de magasins. Donc ne soyez pas effrayés par ceux qui disent que le concept indo-européen est un concept nauséabond. Je pense pas que ce soit vrai. C'est pas parce que des salopards s'en sont servis qu'on ne doit pas l'étudier. C'est comme aujourd'hui, hein. C'est très actuel en fait. Et, et puis c'est fantastique, je vous dis, moi, tous les peuples dont parle Jean Marcal, les Pictes, les Gaëls, les Cimbres, les Teutons, et ensuite toute la mosaïque de Gaulois qu'il y avait en Europe et puis particulièrement en Gaule, quoi. C'est incroyable, c'est genre 800 ans d'histoire en un seul bouquin. Et bah voilà quoi, nos ancêtres les Gaulois, hein. Moi je vous dis, lisez-le. Lisez-le, 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 lisez-le. Un autre bouquin d'histoire qui m'a retourné le cerveau et qui est un planétari, j'ai nommé Les routes de la soie de Francompont. Il s'appelle Francompont. Le nom de famille. Attendez, je regarde vite fait le nom exact. Peter Francompont. Peter Francompont. J'en ai mis partout, j'ai tout cassé, c'est pas grave. Alors, les routes de la soie, c'est à double tranchant, hein, parce qu'il y a plein de bouquins qui s'appellent les routes de la soie. C'est devenu un lieu commun et presque un repoussoir en réalité. Mais moi, pareil, l'Asie centrale, c'est un endroit du monde qui me fascine parce que c'est une espèce de ventre, une matrice de peuples. Et comme je vous disais tout à l'heure, les steppes, l'Asie centrale, ils sont tous passés par là. Les Yongnous, les Mongols, les Turcs, que sais-je encore. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce bouquin en particulier, c'est un mec d'Oxford, là, Francompont. C'est qu'il a pris justement l'angle des routes de la soie comme espèce justement de nombril du monde là et de lien entre l'Orient et l'Occident depuis la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et il se sert en fait de cet angle pour nous raconter l'histoire du monde en fait, l'histoire du monde de A à Z. Et c'est un bouquin mais d'une érudition incroyable, mais d'une facilité de lecture incroyable elle aussi. Donc, je veux dire, et ce qui est fascinant, c'est qu'il nous explique bon, parce que c'est la croisée des empires, hein, mais il y a l'Afghanistan par exemple là-bas, qu'on l'appelle Graveyard of Empire, hein, le cimetière des empires. Et justement, ça nous explique pourquoi, que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, que ce soit les Perses, que ce soit l'Empire musulman, que ce soit les Anglais, que ce soit les Russes, que ce soit, et encore aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui le pétrole, et qu'autrefois c'était la soie, et que sais-je encore, c'est un nœud, c'est le nœud gordien du monde, en tout cas c'est un des axes fondamentaux de l'histoire de la planète, un des carrefours de peuples, et c'est incroyable. C'est un bouquin, d'ailleurs il a tellement bien marché que ils en ont fait des BD, des livres audio, des livres illustrés, à tel point qu'il a même fait ensuite les nouvelles routes de la soie, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. Celui-là je l'ai pas lu, je l'ai pas lu, mais connaissant le bonhomme il doit être aussi bon. En tout cas, ne soyez pas justement repoussés par le titre, parce que comme je vous dis, il y en a mille des bouquins qui s'appellent les routes de la soie. Et pourtant c'est super intéressant comme concept, hein, mais ils sont pas tous bons. Moi-même j'en ai plein, il y en a quelques-uns que j'ai lus, d'autres que j'ai pas encore lus. Bon, généralement c'est quand même super intéressant, hein, mais en tout cas celui-là c'est un des meilleurs. Mais il existe en poche, pareil chez en Flammarion, à pas cher, donc si vous avez envie d'ouvrir votre esprit et d'apprendre un petit peu comment s'est passée l'histoire du monde, plongez dedans, franchement. C'est un planétari lui aussi, un vrai planétari, de fou. Bon, 40 minutes, il est tard, je commence à bafouiller, c'est pas très cool à écouter je pense. Je continuerai demain. Et on continuera encore avec un peu d'histoire, un peu de sciences humaines. Ah bah tiens, un dernier, parce qu'il est en face de moi. Histoire mondiale de la France. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est Patrick Boucheron qui a dirigé cet ouvrage collectif.
À l'époque où il est sorti, ça avait créé un scandale parce qu'il y avait plein de gardiens du temple qui disaient comment ça, l'histoire de France vu justement d'autres pays, quoi, d'autres points de vue. Et j'avais bien aimé sa réponse, hein, quand je sais plus c'était Luc Ferry ou je sais pas qui lui avait cassé les pieds. Il avait dit bah moi je suis médiéviste et je sais de quoi je parle et tout ce que je raconte dans ce livre, enfin tout ce que nous racontons dans ce livre est vrai et intéressant. Et justement c'est très bien d'élargir la focale. En plus pour ceux qui s'intéressent un peu, vous savez que depuis quelque temps il y a le concept d'histoire globale qui a surgi. Et moi, depuis que je suis petit, j'avais toujours pensé que c'était comme ça qu'il fallait aborder l'histoire. Ça veut rien dire de le regarder du point de vue occidental uniquement. L'histoire, elle s'est faite par l'ensemble de l'humanité et pas juste par les occidentaux. En tout cas, c'est super intéressant parce que c'est justement l'histoire de France du point de vue du reste du monde, de tout. Et justement, ça commence avec nos amis les Celtes là jusqu'à aujourd'hui. Et il y a de tout quoi, hein. Moi je me rappelle, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais que ce soit justement le moment de 732 là où Charles Martel bouta les Arabes hors de France, soi-disant. Eh ben, il faut le lire cet épisode du point de vue des Arabes. Hein, ou à l'époque de De Gaulle, là, où soi-disant bah, la France libre, et avec tous les Français qui résistaient, mais 93% des forces armées de De Gaulle c'était des indigènes et des mecs de la Légion étrangère. Et c'est en Afrique qu'il a réussi à constituer son armée libre de résistance. Donc voilà quoi. Je comprends que les FAF, ça leur ait pas plu, hein. Bon. Histoire mondiale de la France. J'espère que vous n'êtes pas trop heurté, hein, le petit mangeur de livres. En tout cas, c'est mon avis. Amusez-vous bien, mangez des livres, jusqu'à l'indigestion. À demain. Et mettez-moi plein de likes et d'abonnements et de cloches et je sais pas quoi. J'en peux plus de parler dans le vent, dans le noir, dans la solitude, des limbes, de Podcastland. Salut!